Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'Association française d'agronomie et avec le soutien de la plateforme Zoom d'Agrium. Et donc, je vais donner la parole très rapidement à Antoine Messéan qui va animer ce webinaire. Et je voulais juste vous donner les informations pour échanger avec les intervenants et l'animateur, à savoir que vous avez deux rubriques disponibles, la rubrique discussion ou converser ou chat, en tout cas cette rubrique qui vous permet de pouvoir donner des informations, mais pas pour poser vos questions, puisque pour poser vos questions, il faut que vous puissiez les poser dans la rubrique Q&R pour questions et réponses, parce que c'est là où les animateurs prendront les questions pour les poser aux intervenants. Donc, je vous rappelle, QR, je vais le repréciser par écrit. Et donc, je vais donner la parole à Antoine Messéan qui va introduire ce webinaire et présenter les intervenants. Bien, merci Philippe. Bonjour à tous. Donc, je suis Antoine Messéan, vice-président de l'Association française d'agronomie, et je vais vous introduire très brièvement ce webinaire avant de donner la parole à nos intervenants, en vous rappelant qu'une des missions de l'AFA est d'éclairer le débat public. Et plus précisément, il s'agit de proposer une lecture agronomique des politiques publiques, de leurs attendus et de leurs conséquences, de façon à contribuer à l'élaboration de ces politiques. L'AFA n'est pas un lobby spécifique, mais souhaite éclairer notamment sur la complexité des enjeux liés à l'agriculture. Alors, depuis 2020, nous avons repris une réflexion autour des politiques agricoles, et notamment au travers d'un dossier de la revue Agronomie, Environnement et Société, où nous avions discuté certaines des mesures proposées alors. Cette année, nous nous interrogeons sur le dispositif haute valeur environnementale qui a évolué récemment et sur la façon dont ce dispositif peut porter et favoriser la transition agroécologique des exploitations agricoles. Alors, le premier constat qu'on a fait, c'est que ce dispositif était mal connu des agronomes, de façon surprenante, et dans la mesure où il est en lien direct avec les pratiques agronomiques. Alors, quelles pratiques agronomiques pourraient être certifiées? Quels sont les impacts, notamment environnementaux, de ce dispositif? Quelles contributions à la transition agroécologique et quelles difficultés rencontrées? Ce sont quelques-unes des questions que l'on a abordées. Alors, pour ce premier webinaire sur HVE, car il y en aura probablement d'autres, il nous est apparu qu'il fallait d'abord présenter ce dispositif et proposer des témoignages d'agriculteurs qui s'y sont engagés. Ce qui donne la structure de ce webinaire, avec 3 interventions pour débuter. Une première intervention pour présenter le dispositif brièvement par Philippe Pointreau, qui est retraité de l'association Solagro, qui est administrateur de l'AFA et qui a mené un travail d'analyse approfondie de ce dispositif. Puis nous aurons 2 témoignages. Emmanuel Février, qui est viticulteur dans le Cognaçais et qui sera interrogé par Marine Descamps, animatrice de l'AFA, puis Xavier Frémin, qui est céréalier dans le Vexin normand, et qui sera interrogé par Bertrand Aumont, qui est administrateur AFA. Voilà. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole à Philippe. Bonjour à tous. Vous voyez mon écran? Très bien, très bien. Très bien, ok. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter en 10 minutes le dispositif et un petit peu son historique. C'est un peu une gageure, donc je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais éventuellement pourra revenir tout à l'heure dans les questions. Alors, donc le HVE fait partie de ce qu'on appelle la certification environnementale, qui est issue du Grenelle de l'environnement, donc initié par notre président Sarkozy en 2008-2009, et qui fixait notamment d'avoir 50% d'exploitation agricole de la France engagée dans cette certification à l'horizon 2012. Bien entendu, on n'est pas arrivé à cet objectif-là. La loi du 12 juillet 2010 précise que… Philippe, en Oui. fait, je pensais être le seul à ne pas voir l'écran, mais personne ne voit l'écran apparemment. Ah, alors attends. Parce que j'ai peut-être pas repris la main. Ah, attendez, partager l'écran. Donc.
partager. Là, c'est bon. Là, c'est bon. OK. Oui, bon. Donc, le Grenelle est issu de. Enfin, la certification environnementale dont fait partie HVE est issue du Grenelle de l'environnement, qui avait fixé un objectif extrêmement ambitieux de 50% d'exploitation engagée à l'horizon 2012. Bon, on verra qu'on en est loin. Après, l'article de la loi de 2010 précise que les exploitations agricoles utilisant des modes particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification à plusieurs niveaux, dont seul le niveau 3 correspond à la haute valeur environnementale et peut bénéficier donc de la mention haute valeur environnementale. Voilà, donc il faut bien comprendre que dans la certification environnementale, il y a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 est le seul dont on peut parler de haute valeur environnementale. Alors, le dispositif initié, comme j'ai dit, en 2009, a mis quand même beaucoup de temps à démarrer. En fait, il a réellement démarré que vers les années 2016-2017, avec vraiment une montée en puissance à partir de 2020. Voilà, et vous voyez sur ce graphique-là, donc aujourd'hui, on est à la dernière date disponible, c'était au 1er janvier 2023, on est à 36 000 exploitations qui sont certifiées donc HVE. Alors, il faut savoir, donc, il y a eu la loi. Après, la loi Egalim a renforcé un peu. Vous savez que dans la loi Egalim, 50% de la restauration collective doit se fournir en produits avec des cahiers des charges environnementaux de 20% de bio. HVE en fait partie. Donc, c'est une manière de booster aux valeurs environnementales. Après, il y a eu quand même le crédit d'impôt qui a été possible pour ceux qui étaient certifiés avant fin 2022. Donc, il faut décaler un peu ma flèche. Donc, ça a duré 2 ans. Normalement, donc c'était un crédit de 2500 € par exploitant. Donc, si on était en GAEC, on multipliait par le nombre de personnes du GAEC. Et ce crédit d'impôt a dû représenter une somme d'environ 75 millions d'euros. Et puis, à partir du 1er janvier 2023, la certification HVE donne accès au niveau 2 des écorégimes, qui correspond à une aide de 80 € par hectare. Voilà. Il faut savoir que le dispositif aussi a évolué au 1er janvier 2023, où le cahier des charges a été modifié. Et donc, je vous présenterai la nouvelle version en montrant un petit peu ce qui a évolué entre le premier cahier des charges et le deuxième. Voilà, je ne reviendrai pas trop sur le premier cahier des charges, où il y avait aussi 2 voies, là, ce qu'on appelle la voie A et la voie B. La voie B qui était basée notamment sur un indicateur économique, le poids des intrants sur le chiffre d'affaires hors aide. Cette voie B, qui représentait à peu près, je crois, 18% des exploitations certifiées à l'époque, a été supprimée. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, à moins qu'il y ait des questions. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le dispositif a été majoritairement utilisé par les viticulteurs, qui représentait, on va dire, plus de 80% jusqu'à 2021. Et aujourd'hui, progressivement, on observe que d'autres systèmes sont rentrés dans cette certification, notamment l'arboriculture, qui vient, on va dire, presque en second, et un peu les grandes cultures, et aussi l'élevage, qui, lui, est finalement encore peu présent. Alors, l'utilisation je dirais, du logo et de la mention haute valeur environnementale, donc en fait, c'est l'exploitation dans son ensemble qui est certifiée, ce n'est pas un atelier, c'est toute l'exploitation et donc toute production de cette exploitation, qu'elle soit marginale ou pas. Donc les produits bruts issus de ces exploitations HVE peuvent utiliser le logo issu d'une exploitation HVE, comme par exemple un viticulteur qui produirait du vin ou un éleveur laitier qui produirait des fromages. Pour les produits transformés qui pourraient venir de plusieurs exploitations, on peut mettre aussi cette mention dans la mesure où 95% de la composition vient d'exploitations HVE. Voilà. Donc la certification se fait par un organisme certificateur agréé par le ministère de l'Agriculture, et elle peut se faire d'une manière individuelle ou collective. Bon, je ne rentrerai pas trop là-dedans. Elle nécessite un reporting extrêmement important qui couvre quasiment l'ensemble des données de l'exploitation, je dirais, hormis l'énergie, puisqu'il n'y a pas de module énergie ni gaz à effet de serre dans le dispositif HVE.
mais quasiment toutes les données de l'exploitation doivent être saisies pour calculer les différents indicateurs. La certification est donc obtenue pour 3 ans. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que HVE repose sur 4 modules et il faut un minimum de 10 points pour être HVE, c'est-à-dire il faut au moins 10 points dans chacun des modules. Que vous ayez 12, 14, 18, ça ne change rien, vous aurez le même logo là-dedans. Donc ces 4 modules que je vais détailler rapidement sont la préservation de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, donc essentiellement les questions de pesticides, la gestion de la fertilisation azotée, il manque le mot azote, et la gestion de l'irrigation. Donc, par contre, pas de module sur un enjeu quand même important aujourd'hui, qui est l'énergie ou les gaz à effet de serre. Alors, si on regarde le module énergie, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même assez complexe. Donc, je vais essayer de faire simple, mais ça ne va pas être facile. Alors, en gros, je vais vous présenter la situation actuelle, donc le nouveau cahier des charges. Donc, il y a 2 choses qui sont apparues, 2 critères obligatoires qui, s'ils ne sont pas remplis, éliminent d'office la certification HVE. Donc, le premier, c'était d'avoir au moins 4% d'IAE par rapport aux terres arables. Alors, bien entendu, ça, on peut dire que c'est un critère assez important, mais en fait, c'est quand même un critère qui correspond à la BCA 8. Ça veut dire que de toute façon, si l'agriculteur ne respecte pas la BCA 8, il n'a pas accès aux aides PAC. Donc, on va dire que c'est quand même le critère minimum que doivent requérir l'ensemble des exploitations françaises qui désireraient avoir les aides PAC. Donc après, il y a l'indicateur central, il repose sur ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, donc les haies, les bandes enherbées, les lisières de bois, etc. Alors, il y a eu un gros changement qui a fait perdre beaucoup de points aux agriculteurs, qui est que la largeur de la haie forfaitaire est passée de 100 mètres à 20 mètres. Ça veut dire que ça divise par 5 la surface qui était imputée aux haies, sans rien changer. Et idem pour les lisières de bois qui ont, on va dire, disparu, si ce n'est la bande qui peut border la lisière de bois. Donc, il y a eu quand même une baisse importante des équivalents surface d'IAE du fait de ce point-là. Mais dans le nouveau dispositif sont apparus des nouveaux items qui viennent en partie compenser ce point-là. Alors, le fait de faire baisser de 100 mètres à 20 mètres, c'était aussi que 100 mètres de large, ce n'était pas vraiment justifié et ça ne correspondait pas non plus à d'autres politiques publiques qui utilisaient la largeur plutôt de 20 mètres. Alors, le seuil des IAE est passé de 5% à 4%, donc il a été rabaissé. Et en fait, vous gagnez des points à chaque fois que vous gagnez 1% d'IAE. Voilà le système, comment il est calculé. Les nouveaux indicateurs, c'est la diversité des IAE qui permet de gagner 2 points si vous avez 3 types d'IAE, par exemple une haie, une bande enherbée, une mare. Après, un nouvel autre indicateur est apparu, c'est la taille des parcelles. Donc, on regarde le poids dans la SAU des parcelles qui dépassent 6 hectares. Voilà. Et donc, si les parcelles qui dépassent 6 hectares font moins de 60%, c'est-à-dire que vous commencez à gagner des points et vous pouvez gagner jusqu'à 5 points maximum. Voilà. Il y a aussi le poids de la culture principale. Donc, si, par exemple, le maïs ou le blé font moins de 60% de la SAU, vous commencez à gagner des points. Et puis, donc, plus la culture principale passe de 60 à 50, de 50 à 40, de 40 à 30%, etc., vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 6 points. Voilà. Il y a aussi des points donnés par les nombres d'espèces élevées. Là, bon, je ne sais pas quelle sera la jurisprudence, mais il n'y a pas de nombre minimum d'animaux élevés. Donc, on pourrait supposer que si vous avez 2 moutons qui viennent gérer vos bandes enherbées ou l'enherbement de vos vignes, vous pouvez gagner un point. Voilà. Si vous avez des ruches présentes sur votre exploitation, en propriété ou non, vous pouvez gagner 1 point aussi. Et si vous avez des espèces menacées, animales ou végétales aussi. Après est apparu un nouvel indicateur qui était la vie du sol, qui est réalisé par un test bêche ou faire une analyse microbiologique du sol qui vous permet de gagner 1 point.
Donc, en fait, c'est compliqué de voir au final un agriculteur qui était la visée HVE dans l'ancien dispositif et dans le nouveau. On a du mal à évaluer, comme ça n'a pas été fait, de savoir si ça change beaucoup, puisqu'en fait, de nouveaux indicateurs viennent compenser les contraintes qui ont été rajoutées. Donc, vous voyez quand même que vous avez énormément d'items qui vous permettent de gagner des points pour essayer d'arriver aux 10 points minimum. Alors, concernant donc le module phytosanitaire, donc là aussi, il y a un critère obligatoire qui est que vous ne devez pas utiliser de produits de matières actives cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques de la catégorie 1. Bon, il en reste 4 aujourd'hui autorisés en France, qui normalement devraient disparaître d'ici la fin de l'année, puisque dès qu'une substance est classée CMR1 et qu'elle passe en réhomologation, elle est automatiquement interdite. Voilà. Alors, il y a dans ce nouveau cahier des charges un nouvel indicateur qui est apparu, c'est que si vous n'utilisez plus de CMR2, donc on va dire des CMR un petit peu moins dangereux que les 1, vous pouvez gagner 2 points, un point sur des CMR herbicides et un point sur les CMR non herbicides. Alors, ces CMR de catégorie 2 sont aussi en train de baisser dans leur utilisation. C'était demandé dans le Grenelle de l'environnement de réduire l'usage des molécules les plus préoccupantes. Il y en aura à peu près, ça représenterait aujourd'hui 12% des matières actives. Alors, parmi les autres indicateurs, donc, il y a la surface non traitée. Donc, à partir de 5% de votre SAU, commencez à gagner des points. Et je dirais, c'est par tranche de 10%. Donc, à 15%, vous allez avoir 2 points, à 25%, 3 points, etc. Après, l'indicateur central qui était recherché, bien entendu, c'est la baisse de l'IFT, qui était une des objectifs clés du Grenelle de l'environnement, qui, si vous vous rappelez, était de réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires en 2018. Bien entendu, cet objectif-là n'a pas été atteint non plus. Donc, cet indicateur-là vous permet de gagner 5 points maximum. Donc, en fait, on calcule une valeur plafond, une valeur plancher. Et, la valeur plancher, en gros, correspond, pour faire simple, à une réduction de 50% de l'IFT. Et dès que vous baissez de 10% votre IFT herbicide ou herbicide, bah, vous gagnez 1 point. Voilà. Après, vous avez un nouvel item qui s'appelle la surveillance active des parcelles, qui vous permet de gagner entre 1 et 4 points. L'utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique. Bon, je ne vais pas détailler comment c'est calculé. Donc, c'est toutes les méthodes alternatives, comme le désherbage mécanique, la lutte biologique. Vous pouvez gagner 3 points en fonction du prorata des surfaces qui sont concernées. Et vous avez aussi un indicateur qui existait déjà, c'est les conditions d'application. Donc, c'est notamment d'utiliser du matériel aux normes, ce qui est en règle générale le cas de la plupart des gens qui traitent aujourd'hui. Alors, juste un petit mot sur l'IFT. Donc, c'est des références régionales qui sont calculées à partir des enquêtes pratiques culturales, que ce soit en viticulture, en grande culture, en arboriculture ou en maraîchage. Ça ne prend pas en compte le traitement des semences, et le calcul pour les grandes cultures se fait hors prairie permanente, quoi. Et donc, il y a des calculs en fait spécifiques par rapport à l'arboriculture, la vigne et l'horticulture, mais je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Alors, après, donc, le troisième module concerne la fertilisation azotée. Donc, là-dessus, il y a déjà un premier item qui est la SAU non fertilisée. Voilà, c'est un peu comme la SAU non traitée. Donc forcément, si c'est par tranche de 10%, donc si vous ne traitez pas 50% de votre SAU, vous gagnez 5 points. Et donc si vous ne traitez pas l'ensemble de votre SAU, enfin si vous ne fertilisez pas chimiquement ou organiquement avec de l'azote l'ensemble de votre SAU, vous gagnez tous les points. Après, donc, il y a un indicateur compliqué qui est toujours le bilan azoté, qui nécessite quasiment d'avoir donné accès à toutes les données de votre exploitation, les surfaces, les rendements, le cheptel, etc., la fertilisation. Donc là, vous avez 2 bilans aujourd'hui qui sont autorisés, la balance globale azotée et le bilan apparent. Donc, les deux ont leur propre échelle. Donc, vous avez le maximum des points en BGA si vous ne dépassez pas 20 unités d'azote
par hectare de SAU et en bilan apparent 30 unités, quoi. Et j'ai marqué que pour le bilan apparent, même avec un excédent de 50 unités d'azote par hectare de SAU, vous gagnez quand même les 2 points, c'est le max. Le max d'excédent d'azote qui peut être pris en compte. Il y a un nouvel item qui est apparu, la part de l'azote organique. Voilà. L'utilisation d'OAD, de pilotage de l'azote, permet de gagner jusqu'à 7 points, qui est quand même très important. La part des légumineuses, vous pouvez gagner 4 points si vous avez plus de 15%. Et il y a aussi la couverture du sol qui vous permet aussi de gagner jusqu'à 4 points. À noter aussi que dans le bilan azoté, petit détail que j'avais repéré, la fixation symbiotique des légumineuses n'est pas prise en compte dans le bilan azoté, quoi. Voilà, ce qui est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, dernier module concernant l'irrigation. Donc, l'indicateur clé, c'était quand même la part du prélèvement en période d'étiage. On voit la question aujourd'hui telle qu'est l'attention qu'il y a sur l'eau. Voilà, donc si vous avez 1 point, si 80% des volumes sont prélevés en période d'étiage, c'est-à-dire que 20% ne sont pas utilisés en période d'étiage, et vous gagnez 5 points si 80% des volumes sont consommés hors période d'étiage. Bon, mais en fait, l'essentiel de ce module, c'est des indicateurs de moyens. Donc en fait, l'enregistrement des pratiques. Donc en fait, quelle parcelle est irriguée, quel volume, quelle période. Là, vous gagnez déjà 6 points. Ce qui est un peu le minimum pour l'irrigation, d'enregistrer ces pratiques. L'utilisation d'OAD de pilotage d'irrigation permet de gagner 2 points. L'utilisation de matériel optimisant les apports jusqu'à 6 points. L'adhésion à une démarche collective jusqu'à 2 points. Et des pratiques agronomiques mises en œuvre pour économiser l'eau jusqu'à 6 points. Vous voyez que dans chacun des 4 modules, en fait, vous pouvez avoir des fois jusqu'à 18 ou 20 points. Mais l'important, si vous voulez être certifié HVE, c'est d'en avoir au moins 10. Alors aussi, un petit détail qui m'avait échappé à la première lecture, enfin j'ai dû lire déjà 10 fois le cahier des charges pour tout comprendre. Les irrigants qui irriguent à partir de lacs collinaires ou de bassines, qui donc se sont remplis hors de la période d'étiage, en fait, ne sont pas concernés par ce module irrigation. Donc tous ceux qui n'irriguent pas ou tous ceux qui irriguent à partir de lacs collinaires ou de bassines, d'office, ce module irrigation est validé. Voilà. Alors, dernière diapo pour terminer. Donc, vous pouvez retrouver tout le détail sur ce qui s'appelle le document plan de contrôle niveau 3, version 4 du 22 novembre 2023, qui est la dernière version. Assez lourde à lire, assez compliqué, d'autant plus si vous ne pratiquez pas le HVE et le tableur qui est annexé. Donc, attention, c'est plus compliqué ce que je vous ai présenté. Avec des différences donc, qui s'adaptent, des indicateurs s'adaptent en fonction de si vous êtes en grande culture, en arbo ou en viti. Voilà, donc parmi les difficultés, le calcul de la valeur plafond et plancher de l'IFT, et comment est calculé l'IFT régional, ou comment on fait un bilan azoté, toujours une question récurrente qu'on retrouve aussi dans la directive nitrate. L'importance de la traçabilité des données pour le contrôle. Donc là, bien entendu, tout doit être tracé. L'usage des phytos, l'usage de l'azote, les IAE doivent être cartographiés, le volume d'eau consommé doit être notifié, etc. Et ça, c'est exigé par l'organisme certificateur. Donc, je dirais que rentrer dans HVE, ça nécessite un enregistrement de dingue de toutes vos pratiques, enfin toutes les pratiques de l'agriculteur. Voilà. Et aussi un point important, c'est qu'en fait, comme vous l'avez vu, les items comprennent à la fois des indicateurs de résultats, comme la réduction de l'usage des produits phyto au travers de l'IFT, comme le fait de ne pas avoir une balance azotée excédentaire, ou le fait de consommer moins d'eau en période d'étiage, ou le fait d'avoir beaucoup d'IA2. On peut considérer que ce sont des indicateurs de résultats, mais il y a aussi beaucoup d'indicateurs de moyens, comme la taille des parcelles. La taille des parcelles, c'est plus un indicateur de moyens que de résultats, ou le fait d'utiliser des OAD. Voilà, merci. J'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Merci Philippe, tu as dépassé ton temps, mais c'était, je pense, nécessaire pour bien comprendre ce que tu as expliqué, le fait qu'il y avait des compensations entre indicateurs et compte tenu de la complexité. Alors, je rappelle que le webinaire est enregistré, vous recevrez la présentation également. On va et donc poser vos questions, alors bien dans Q&R,
et pas dans le chat. Vous pouvez les poster dès maintenant, vos questions à Philippe. J'imagine qu'il va y avoir des questions. Et puis, je passe tout de suite la parole à Marine, là, qui va... on va passer au témoignage maintenant de ceux qui se sont engagés. Voilà, Marine, je te passe la parole pour le témoignage d'Emmanuel. Impeccable. Merci Antoine. Vous m'entendez bien? Très bien. Bon, nickel. Donc, on va laisser la parole à Emmanuel Février. Donc, on a choisi Emmanuel pour son profil diversifié, en tout cas qui correspond un peu à la présentation de Philippe précédemment. Donc, Emmanuel, il est spécialisé à la fois en viticulture et en grande culture, sur une surface avoisinant les 55 hectares. Emmanuel vend à la fois dans les circuits courts de commercialisation dans les circuits courts, et dans les filières plutôt longues, donc via les COP, il nous expliquera tout ça. Et puis, Emmanuel a plusieurs casquettes. Il est, même s'il va parler aujourd'hui avec sa casquette agriculteur, il est aussi administrateur de 2 syndicats professionnels, donc celui des vignerons indépendants des Charentes et celui de l'UGVC, donc qui est l'Union générale des viticulteurs pour l'AOC Cognac. Et enfin, on a choisi Emmanuel parce qu'il est forcément labellisé depuis 1 an en HVE, et il est labellisé sur l'ensemble de son exploitation, donc à la fois sur l'atelier viticole et l'atelier grande culture. Donc l'idée, c'était de l'interroger sur quelques items, mais avant de l'interroger, du coup, je vais lui laisser la parole. Donc Emmanuel, je vais te laisser représenter brièvement les contours de ton exploitation, et puis surtout, nous expliquer un peu nous expliquer tes motivations qui t'ont conduit à t'intégrer dans cette démarche de certification. Bonjour à tous, vous m'entendez? Super. Très bien. Donc, je me présente, Emmanuel Février, je suis viticulteur, vigneron à titre principal, mais comme l'a dit Marine, j'ai une exploitation mixte avec une 30aine d'hectares de vignes et puis 35 de grandes cultures. Mais la production principale, évidemment, comme vous le comprenez, c'est la viticulture. Alors, mon histoire par rapport à HVE, elle est simple. C'est quand je me suis installé il y a 20-25 ans, de par mon parcours et ma sensibilité, j'ai mis en place des moyens de culture et de production qui étaient plus proches du cahier des charges de HVE, mais déjà il y a 15 ans. Donc, j'ai modifié ma façon de cultiver, ma façon de protéger la vigne, ma façon d'entretenir les allées, les cavaillons des vignes. Donc, au fur et à mesure, j'ai essayé de progresser. Et quand la certification HVE s'est présentée à moi, je trouvais que c'était une bonne occasion pour un petit peu formaliser les choix personnels que j'avais faits depuis déjà pas mal d'années. J'y voyais aussi l'intérêt d'être tranquille par rapport aux enregistrements dont on a parlé tout à l'heure, qui sont obligatoires pour la certification, certes, mais qui s'appliquent à tout à chacun dans le cadre des bonnes pratiques agricoles et dans le cadre de nos obligations réglementaires vis-à-vis de l'enregistrement. Donc voilà, il y avait une double motivation. Il y avait à la fois être serein sur tout le volet reporting qui nous est demandé, dans un cadre général et aussi dans le cadre de la certification. Et puis, pour un petit peu formaliser, si je peux employer ce terme-là, mes pratiques déjà mises en place sur mon exploitation. Et puis aussi pour me challenger, pour dire, ben voilà, j'arrive à une étape de mon parcours et je veux aller plus loin. Donc, je voyais aussi dans la certification HVE l'opportunité d'aller plus loin. Si je me permets, je vais préciser aussi comment j'ai travaillé pour la certification. On l'a rappelé, je fais partie des vignerons indépendants des Charentes, donc des vignerons indépendants de France. Les vignerons indépendants ont été une courroie de transmission très importante dans la mise en place de la certification HVE dans le milieu viticole, parce que dès 2012, les vignerons indépendants se sont emparés de l'opportunité et ont mis en place un processus de certification sur beaucoup d'exploitations viticoles dans toutes les régions de France. Donc, j'ai commencé à travailler mon dossier avec les vignerons indépendants. Et il se trouve après que la filière à laquelle j'appartiens, la filière Cognac, a décidé de mettre en place une certification de filière s'appuyant sur le HVE niveau 3 et en rajoutant des exigences filières
supplémentaires au niveau 3. Et de fait de ma production, parce que j'ai des vignes principalement destinées au cognac, j'ai décidé de finaliser cette certification via la certification filière. Donc voilà, là, il y a la couche HVE niveau 3 plus des exigences supplémentaires liées à notre filière. Voilà un petit peu l'historique de mon choix de me faire certifier HVE. Merci Emmanuel. Du coup, forcément, là, tu nous as expliqué tes motivations. On a compris, en tout cas, quand on avait préparé l'entretien, tu m'avais bien dit que le HVE permettait vraiment de bien formaliser les pratiques que tu mettais déjà en place depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on a retrouvé tes résultats IFT via un petit graphique qu'avait fait le réseau des filles dont tu fais partie et qui témoigne finalement d'une réduction de près de 68% de ton IFT herbicide. Et cela avant même l'entrée dans la démarche HVE. Donc, est-ce que tu peux si on rentre dans les pratiques, est-ce que tu peux nous présenter brièvement un peu l'approche que tu as et les pratiques que tu mets en place, en tout cas, qui t'ont permis d'atteindre, en tout cas, ces résultats? Alors, on va plus parler de l'atelier viticole parce que, comme je l'ai dit, c'est mon atelier principal. Moi, il me semblait intéressant de faire certifier mon exploitation dans son ensemble parce que ça, c'est plus proche de je dirais, ça me paraît plus cohérent de rentrer dans cette démarche en se faisant certifier son exploitation dans son entier. Mais si vous regardez le slide qui est présenté, si on parle par exemple de la protection du vignoble, avant le HVE, eh bien, j'avais déjà m'étais lancé avec les groupes de la Chambre d'agriculture pour réduire nos IFT par le biais des OAD, des outils d'aide à la décision, par le biais du processus Optilose qui essaie d'ajuster en fonction de la pression sanitaire et en fonction du développement du végétal la protection la plus adéquate au regard aussi des prévisions météo qui sont à venir. Voilà, donc on avait déjà réduit pas mal un peu nos IFT. Au moment de la certification, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin. J'ai choisi aussi de changer mon outillage de protection en passant à la pulvérisation confinée, qui nous permet de récupérer environ 30% des produits. Voilà, c'est des panneaux récupérateurs. Et si le végétal laisse passer les produits phytosanitaires, au lieu qu'ils retombent au sol ou qu'ils partent dans l'air, par le biais de ces panneaux, on peut avoir un retour en cuve d'environ 35% sur une campagne. Donc voilà, ça c'est un premier exemple. En ce qui concerne la protection phytosanitaire, voilà une décision qui a été prise au moment du passage à la certification. Ensuite, en ce qui concerne les herbicides, le volet herbicide, j'avais déjà pris la décision il y a une quinzaine d'années de ne plus désherber les allées, c'est-à-dire les rangs qui sont entre les plantations de vignes. Et je ne désherbe plus chimiquement que le dessous de rang, à l'aplomb des ceps de vigne. Au moment du passage en HVE, j'ai décidé de réduire le désherbage chimique de 3 ou 4 passages à un seul et de compenser cette baisse de protection de désherbage chimique par un désherbage mécanique. Voilà aussi la décision que j'ai prise, ce qui fait que mes IFT herbicides ont considérablement diminué. Voilà 2 exemples. Sur le volet fertilisation, j'ai toujours essayé de faire en sorte que les sols travaillent d'eux-mêmes. J'ai volontairement diminué fortement la fertilisation azotée pour qu'aujourd'hui, elle soit quasiment nulle, pour ne pas dire nulle, parce que ça fait au moins 5 ans que je n'ai pas apporté une unité d'azote avec de l'ammonitrate ou un autre produit. Donc, il y a une allée sur 2 qui est engazonnée en permanence et une allée sur 2 qui est sous couvert végétal, donc à base d'avoine et févrole principalement, qui sont semées à la veille des vendanges et qui sont ensuite détruites au printemps
au moment où les risques de gel printanier sont de plus en plus prégnants, et broyage, avec un broyage et une restitution au sol. Et j'utilise aussi des engrais organiques pour contribuer à la vie des sols. Voilà 3 exemples sur lesquels je me suis appuyé au moment de la certification. Très bien. Et puis, alors on aura très certainement plein d'autres questions à te poser tout à l'heure avec les participants sur cette transition. Mais une dernière question plutôt sur la valorisation du HVE. Tu es du coup dans différents circuits de commercialisation. Tu nous en as parlé tout à l'heure avec la filière cognac. Comment finalement tu arrives à valoriser ce logo, cette certification dans tes différents circuits? Oui, alors comme j'ai expliqué, j'ai un volet vente directe sur mon exploitation qui correspond à peu près à 15 à 20% de ma production. Et le reste est commercialisé via le négoce avec les grandes marques de cognac qui assurent, elles, la distribution. Ma motivation pour le passage HVE, comme je l'ai expliqué, ce n'était pas une motivation commerciale, c'était une motivation, je dirais, personnelle, sachant que moi, personnellement, je ne suis ni un promoteur ni un détracteur de la certification HVE. Comme je vous l'ai expliqué, je voyais l'opportunité de acter ce qui avait été fait et de me projeter sur l'avenir. La valorisation de HVE, en ce qui concerne les circuits courts, je pense que la notoriété de la certification auprès du consommateur final augmente. La notoriété a été un petit peu perturbée avec des débats ou des prises de position qui ont un peu altéré son image. Qui ouvre le débat qu'on peut avoir sur, je dirais, les vertus de cette certification. Moi, je suis fermé à rien. Ensuite, pour ce qui est du côté commercialisation de mes produits avec les négociants, il se trouve que le cognac est exporté à 99%. Donc, les metteurs en marché, le grand négoce, nous a plus demandé de passer à cette certification de filière, mais plus dans un cadre, je dirais, RSE plutôt qu'un cadre labellisation de produit final. Il faut bien comprendre que le consommateur américain ou le consommateur chinois ne sait pas ce que c'est que le HVE, donc ça ne lui parle pas. Donc, ce n'était pas une motivation de ma part de passer à HVE pour labelliser mon produit et communiquer autour de ça. C'était plus une démarche personnelle et aussi c'est une certification qui a une notoriété, je dirais, dans notre hexagone. Mais à l'étranger, ça ne parle pas beaucoup. Très bien. Merci Emmanuel. On va laisser la parole à Xavier et on répondra aux autres questions juste après. Donc, bonjour, compte tenu de l'heure, Bertrand Mont, administrateur AFA, comme ça t'est dit, on va aller assez vite et moi je ne vais pas prendre beaucoup de temps, si ce n'est de dire qu'on est dans le Vexin côté normand, ça veut dire qu'il y a un côté Île-de-France aussi, coupé par une petite rivière, c'est des limons plutôt de bonne potentialité. Mais Xavier va l'expliquer, ça serait un peu simpliste de dire qu'il n'est que en grande culture, donc il va nous expliquer d'abord également les grandes orientations de son exploitation et puis on posera à peu près les mêmes questions ensuite. Donc, bonjour à tous, je vais me présenter rapidement. Donc, Xavier Fremin, j'ai 40 ans, je suis papa de 4 jeunes enfants de 3 à 10 ans et ça, c'est très important pour moi. Je suis installé sur une exploitation familiale en 2010 sur 250 hectares environ de SAU. À l'époque, de la scope était cultivée ainsi que de la betterave et du lin. J'ai eu de la chance d'avoir un papa qui m'a laissé beaucoup place sur les choix techniques depuis 2004. Donc oui, ça fait déjà 20 ans que j'agis sur mes terres et on y travaille encore. Donc dès le départ, j'ai arrêté le labour, on passait en technique simplifiée du sol avec un gros travail sur les couverts végétaux. Donc l'idée était d'utiliser cette obligation. À l'époque, les couverts végétaux devenaient une obligation de couverture de sol à s'en servir comme un atout pour le système. J'aime parler d'un système agricole plutôt que d'une exploitation ou d'une ferme parce que
aujourd'hui l'exploitation, enfin le système agricole utilise beaucoup plus de pôles de production et pas une seule production. Et je pense aujourd'hui arriver à une certaine diversification pour que chaque pôle se nourrisse les uns les autres et essayer de trouver un cercle vertueux pour avancer dans ces choses-là. Donc depuis, c'est une recherche constante avec des mises en place de techniques pour améliorer ce fameux cercle vertueux et au final, une vraie satisfaction d'avoir des résultats, de réussir et de pouvoir partager avec mes collègues agriculteurs ou d'autres personnes de la filière. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'il y a toujours un mais, évidemment, combien d'échecs, quel coût ça m'a coûté, le temps passé pour arriver à essayer de trouver une technique qui serait éventuellement favorable dans mon système. Et j'insiste que je parle en mon nom. J'ai des voisins qui font plein d'autres choses et qui ne sont pas faisables chez moi parce que les contextes pédoclimatiques ne sont pas les mêmes, la technicité, la commercialisation, donc tout ça change vraiment d'un agriculteur à un autre. Donc, c'est voilà, à peu près pour faire la présentation de qui je suis. Alors aujourd'hui, j'ai créé donc le rucher de Cantier parce que je ne suis pas que agriculteur. J'aime bien dire aussi que j'ai deux casquettes. Je suis agriculteur et apiculteur. Donc, apiculteur au sens plein du terme, apiculteur, donc éleveur d'abeilles et pas uniquement marchand de miel. Donc, nous, ici, on travaille sur de la génétique, on fait des recherches de la sélection génétique. On vend du coup des reines sur la France entière avec des abeilles qui sont adaptées à notre environnement, qui ne cessent de changer et d'essayer de faciliter donc la présence de pollinisateurs dans notre environnement. On propose également des essaims à la vente pour les particuliers, pour les professionnels. Et puis après, évidemment, toute la vente de miel et sous-produits, et coproduits apicoles. Donc, on fait des alcools, de l'hydromel, des vinaigres, etc. La partie agricole, donc diversification avec production de farine, de pâtes, de l'huile, production de légumineuses diverses et variées, du maïs popcorn, de l'orge à cuisiner, des fruits et des légumes sur une petite partie de la surface. Voilà, on essaye de se diversifier au maximum. Alors, justement, par rapport à cette orientation multiple, est-ce que tu dirais que la rencontre avec HVE, elle est liée à… Qu'est-ce que tu dirais de ça? Cette orientation, finalement, la rencontre avec HVE. Alors, HVE, pour moi, c'est une conséquence un peu collatérale, c'est un peu le hasard. Pourquoi HVE? Déjà, en premier, je ne connaissais pas du tout HVE. J'ai été contacté par le ministère de l'Agriculture il y a 3 ans pour faire un audit sur mon exploitation, pour essayer de travailler sur l'agroécologie, l'agriculture de demain. Donc, le ministère de l'Agriculture est venu sur l'exploitation, a fait son petit audit et m'a demandé de rencontrer du coup le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était M. de Normandie, pour parler de ces pratiques-là qui étaient un petit peu différentes ou qui allaient dans un sens un petit peu différent. Et ça m'a permis de rencontrer du coup le ministre de l'Agriculture, la ministre de l'Écologie et le président de la République. Et donc, avec un petit groupe d'agriculteurs, on n'était pas plus de 3 ou 4 agriculteurs autour de la table, on a pu vraiment exposer ce que l'on faisait et pourquoi on le faisait et comment on travaillait. Et c'est à ce moment-là que le président, avec un petit sourire, m'a dit « Mais vous êtes engagé à HVE ?» Et c'était la première fois que moi, agriculteur, j'entendais HVE. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc, il y avait un manque, c'est ma faute, évidemment, mais un manque de connaissances. Et je me suis intéressé à ça et je me suis dit, bon, OK, les pratiques vont pleinement dans le HVE et pourquoi pas. Et là, depuis 3 ans, je suis certifié HVE. Donc, tu viens de dire une pratique collée. Vraiment, ça veut dire que tu as vite vérifié que pour l'essentiel, finalement, ça valorisait des actions que tu mettais déjà en œuvre.
Est-ce qu'il y aurait par ailleurs des changements que tu as dû faire par rapport au cahier des charges? Alors, des changements, ça a été un petit peu, enfin, ça a été très léger. Moi, déjà, de nature, j'aime pas qu'on me catégorise dans un certain. Alors, souvent, vous venez me dire, vous êtes bio, vous n'êtes pas bio. Faut savoir que, voilà, en plus de mon métier d'agriculteur et d'apiculteur, on reçoit beaucoup de monde à la ferme pour faire des visites, etc., pour expliquer pourquoi on travaille, comment on travaille et dans quel but. Donc, on reçoit allez, entre 5 et 6 000 personnes par an de tout horizon, hein, des jeunes scolaires, des écoles supérieures, des groupes de personnes âgées, des Américains, beaucoup d'Américains, des ministres. Et donc, tout ça pour dire, voilà, j'aime pas qu'on me caractérise. Donc, je préfère parler d'un système simplement avec une agriculture réfléchie. Et bon, bah, aujourd'hui, HVE, ça allait dans ce sens-là. Donc, du coup, voilà, on est parti là-dedans. Donc, ce que ça a changé sur mes pratiques, pas grand-chose. Bah, ça m'a surtout, pour moi, ça a été une source de motivation. Du coup, maintenant, j'ai quand même des obligations de moyens à mettre en place et de résultats à obtenir. Donc, c'est plus comme ça un petit challenge personnel voilà, à développer dans ce sens. Alors, on pourrait peut-être identifier par contre les actions et les pratiques que tu faisais déjà qui, du coup, ont permis d'être HVE. Bah, les actions qui étaient en place, c'était surtout donc l'agronomie, on en parle beaucoup, donc la diversification de l'assolement, on a rallongé les rotations, j'ai sorti de ma rotation des cultures qui étaient pour moi trop gourmandes en intrants, les betteraves sucrières à l'époque, c'était pour moi c'était trop de phyto, donc je les ai sortis, essayer de travailler avec d'autres cultures. Donc allonger les rotations, diminuer encore l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc ça, c'était bah, uniquement à l'époque, c'était de mon propre chef, j'essayais de diminuer. Maintenant, on a des normes à respecter. Donc bah, voilà, c'est une motivation supplémentaire. Après, on passe sur le désherbage mécanique, sur la couverture du sol, les fuites nitrates, etc., quoi. Il se trouve que Xavier et son exploitation sont aussi sur un territoire à enjeu du point de vue de la qualité de l'eau potable et avec les deux enjeux nitrate et phyto. Et du coup, effectivement, bon, il y a déjà des actions que Xavier avait engagées dans ce sens-là. Alors, pour finir, et comme le temps passe, peut-être, alors justement, la même question, comment tu penses que tu valorises ou pas le logo et puis aussi, également, est-ce que tu valorises ou pas les données issues de ce cahier des charges? Alors, la valorisation, pour moi, elle est non, pas du tout. Parce que oui, maintenant, j'ai le droit de mettre un beau petit logo sur mes paquets de farine ou sur mes paquets de pâtes. Sincèrement, non. Ça me sert plutôt pour appuyer et me dire lors de nos présentations, lors de nos visites, de dire que oui, on a un système différent, mais aujourd'hui qui est reconnu. Après, il faut savoir que ma diversification, pour moi, c'est quelques pourcents de mon chiffre d'affaires global sur une exploitation comme la mienne. Quasiment l'intégralité est vendue du coup à des coopératives ou à des grossistes. Et donc, aujourd'hui, on a encore trop peu, pour pas dire quasiment pas, de valorisation sur ces filières-là, HVE à la vente en gros. Y compris, tu penses, sur les produits issus de l'apiculture ou des produits transformés Là, les produits d'apiculture, c'est purement, c'est uniquement local, hein. Moi, je vais pas m'amuser. Il y a des apiculteurs partout en France avec leur diversité, et ça, c'est ça qui fait la beauté de notre pays. Donc, moi, je vends mes produits ici en hyper local, et pour moi, c'est plutôt le bon sens paysan encore ici de faire ça comme ça. Pas l'impression que là-dessus. Non, non, HVE, aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, souvent, on me pose la question, mais pourquoi tu es HVE? Et à chaque fois, ma réponse est, je me demande bien. À part me mettre des contraintes et d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque contrôle, moi, j'ai rien à y gagner. Ça m'aide juste, je vous dis, mon moteur, c'est mes 4 enfants qui sont là derrière moi, de me dire que aujourd'hui, papa, il essaye de travailler le plus sainement possible,
de faire du mieux que je peux. Et oui, les risques, il ne faut pas les oublier. Les risques de ce que ça coûte, c'est seulement l'agriculteur qui en prend la charge et des fois, ça peut peser quand même très lourd. On pourrait dire que le plus important pour toi, c'est l'orientation que tu as voulu donner et que tu t'es dit, bah, HVE existe, pourquoi pas, mais que c'est pas la finalité, c'est pas d'être HVE. Voilà, c'est ça. Moi, ça permet de concrétiser des actions que je mets en place sur mon exploitation. Merci beaucoup, Xavier. Je crois qu'on n'est pas très à l'heure, mais je redonne la parole à Marie. Merci. Oui, merci à tous les deux, enfin tous les quatre là. Pour ces témoignages, c'est extrêmement intéressant de constater que dans les deux cas, HVE est plutôt la consécration d'engagement qui était précédent. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup au niveau de l'AFA, de creuser dans quelle mesure, comme je l'ai dit au départ, HVE peut être un booster, un facilitateur de transition agroécologique, bon, ce qui n'est pas forcément ce qui ressort. Alors, il y a eu des questions auxquelles Philippe a déjà répondu, notamment sur la question du nouveau cahier des charges et dans quelle mesure ceux qui sont rentrés avant doivent adapter. J'ai Répète la regardé. réponse. Ouais, j'ai été voir le cahier des charges, donc c'est bien dans le document, là, le nouveau document, c'est précisé. Pour faire simple, en gros, on peut fonctionner avec l'ancien système jusqu'en fin 2024, quoi. Voilà. À partir de là, soit les 3 ans sont terminés, il faut rentrer dans le nouveau dispositif, soit ce n'est pas terminé, il faut rentrer de toute façon dans le nouveau dispositif. Donc, en gros, il y a une dérogation basée sur l'ancien cahier des charges, et pas le nouveau, jusqu'en fin 2024. Voilà. D'accord. Il y a une question pour Emmanuel sur les exigences HVE supplémentaires de la filière cognac. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques ou Oui, il y a des choses spécifiques. Donc, j'ai parlé de la pulvérisation confinée. Donc, on doit absolument utiliser la pulvérisation confinée sur la première partie de la campagne de protection. C'est un élément. Ensuite, il y a un volet social aussi qui n'apparaissait pas dans le HVE3. C'est l'obligation de tenir un document unique. Ça s'applique à tout le monde, mais c'est rajouté aux obligations réglementaires vis-à-vis de la certification environnementale cognac. Et un volet aussi très important pour nous, c'est le traitement des effluents vitivinicoles. Donc, on doit être au clair sur les effluents évidemment phytosanitaires et surtout notre activité de distillation génère des effluents en volume important. Donc, il faut qu'on soit dans les clous vis-à-vis du traitement de ces effluents de chais et de distillerie. Voilà les principaux éléments de la certification environnementale cognac qui s'ajoutent au HVE3. D'accord, merci Emmanuel. Il y a une question de Xavier sur le fait de savoir si vous connaissez la certification Bee-Friendly, qui est spécifique aux produits agricoles respectueux des abeilles, et si votre environnement suffit à nourrir vos abeilles, ou s'il faut les nourrir. Je ne connais pas la certification que vous venez de citer, là, je ne connaissais pas du tout. Encore une fois, il ne faut pas oublier que nous, agriculteurs, on est plus techniciens qu'à la recherche tout le temps d'informations. Malheureusement, le temps nous est compté. On est obligé de travailler avec notre saison. Donc, on est plus souvent à 4 pattes dans nos champs que derrière notre PC. Et c'est vrai que c'est un petit peu… Mais je ne connaissais pas du tout cette certification. Après, au sujet de nos abeilles dans nos champs, souvent on me pose la question, mes abeilles, en tout cas pour les miennes, elles ont la grande chance d'évoluer en France avec du coup des protections et un suivi quand même assez draconien par rapport à d'autres pays. De plus est, je suis en Normandie, on a la chance d'avoir un biotope très varié, même si on est dans un secteur agricole à très haut potentiel, et ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a des sols qui sont capables de produire énormément ici dans le secteur. Donc, HVE, moi, me contraint à la quantité de production.
avec je veux dire des qualités aussi qui peuvent être un petit peu plus basses qu'une agriculture conventionnelle. Ça, faut pas l'oublier non plus. Si on me demande pourquoi la quantité d'azote pour faire de la protéine sur un blé, c'est l'exemple parfait. On a parlé de la BGA. Donc oui, moi je suis très bon en BGA. J'ai quasiment pas de fuite d'azote, mais aujourd'hui, enfin l'année dernière, j'ai fait une très bonne récolte et du coup j'ai des taux de protéines très mauvais. Comment on valorise ça? C'est du blé peut-être un peu plus propre, mais qui convient pas aux industriels. Donc comment on fait? C'est bien plus complexe que on rentre dans la case ou on n'est pas dans la case. Et pour nourrir tes abeilles? Et pour nourrir mes abeilles, l'avantage de mon système, c'est que il est diversifié. Donc, j'ai des fleurs quasiment toute l'année dans mes champs. Mais il faut savoir que sur 250 hectares, ça ne suffit pas à nourrir l'intégralité de mes colonies. Donc, j'ai quand même pas mal d'abeilles chez des voisins, des confrères. Et elle se porte très, très bien. La génétique est très, très importante. Le monde évolue. Donc, arrêtons à la recherche de la productivité intensive, même sur nos abeilles. Hein, c'est purement ça. Donc, aujourd'hui, on travaille sur des souches qui sont beaucoup plus rustiques et qui se débrouillent vraiment très, très bien seules. D'accord. Alors, on a en fait deux questions qui sont au cœur du dossier, là, de Jean Vignon et de François Papy. Alors, Jean Vignon qui s'interroge sur, enfin, qui estime qu'en fait, le dispositif semble surtout viser une réduction des nuisances et du coup s'interroge sur la notion de HVE, haute valeur environnementale. Ça semble indiquer HVE à un point d'arrivée. Alors qu'on a l'impression que c'est plutôt une trajectoire dynamique et qui s'interroge également sur le fait que les aspects énergie et changement climatique ne sont pas pris en compte. Bon, Philippe l'a évoqué. Alors, je voudrais, parce qu'on va être obligé après de s'arrêter, que vous preniez la parole tous les trois sur cette question, en fait, est-ce que c'est une première étape, et on a bien vu en fait que pour vous, ce n'était pas la première, en fait, c'était plutôt une reconnaissance de ce que vous aviez déjà fait. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez sur le fond? Alors, à la fois, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant, enfin, pour vous? Bon, j'imagine que la réponse va être plutôt négative. Comment vous vous insérez, vous? Quelles sont les prochaines étapes que vous voyez? Quel que soit finalement le contenu du dispositif HVE. Et puis, peut-être un mot sur énergie et changement climatique. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que ça vous paraît être quelque chose qui devrait, que vous prenez peut-être déjà en compte ou pas? Alors, je ne sais pas qui commence dans l'ordre que vous voulez. Peut-être Philippe, Xavier, mais les trois, vous intervenez assez rapidement là-dessus et après, on sera obligé de conclure. Moi, je vais essayer d'être rapide. Bon, le problème, un des points faibles de ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas des dispositifs d'évaluation. Voilà. Donc, il y a eu une évaluation qui a été faite l'an dernier avec très peu de données, puisqu'il y avait sur les, je crois, il y avait 29 000 exploitations. Le bureau d'études n'a eu quasiment aucune donnée, à part un analyste certificateur qui a mis à disposition 400 audits. Donc, on peut difficilement mesurer l'impact réel de ça. Alors, vous pouvez accéder au rapport qui a été fait d'évaluation de l'ancien dispositif. Hein. Alors, le nouveau, il y aura un peu plus de données dans la mesure où les organismes certificateurs vont devoir renvoyer au ministère de l'Agriculture un onglet du tableur Excel qui sert à faire HVE, qui va rassembler une partie des indicateurs, mais pas le détail. Donc, ça sera peut-être un plus. Voilà. Et l'autre point, c'est qu'il n'y a pas de conseil scientifique, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce dispositif manque d'évaluation pour objectiver ou pas, au final, sur les 35 000 exploitations, par exemple, de combien l'IFT a baissé. Donc là, on a deux exemples concrets qui sont très positifs. Qu'en est-il de la moyenne des 35 000 fermes? Voilà, on n'a pas ça, donc c'est un peu compliqué de répondre à ça, d'autant que en fait, bon, je ne sais pas quelle était leur note les deux exploitants sur les différents modules et indicateurs, mais en fait, on peut très bien avoir 18 ou 10. Dans tous les cas, on sera HVE. Donc, HVE, en fait, rassemble un pool d'exploitants qui peut avoir des pratiques quand même très diverses, très engagées ou moyennement engagées, quoi. Voilà. D'accord. Okay. Emmanuel, sur les prochaines étapes et
Oui, je suis pleinement conscient des carences ou des manques qu'il y a dans cette certification. Moi, pour avoir une parole personnelle, moi, je pense qu'on pourra toujours mettre un cahier des charges de plus en plus développé. Il faut toujours en revenir à la sincérité de la démarche. Je pense que j'essaie de le prouver et j'ai une démarche sincère. Donc, il se trouve qu'il y a beaucoup d'items sur le cahier des charges HVE qui sont pour moi largement dépassés. Et même avant la certification, j'étais largement au-delà du cahier des charges. Moi, je pense, pour revenir à la question, que le HVE pourrait aller plus loin encore sur pas mal de pratiques. La pratique que je connais le mieux, moi, c'est la viticulture. Il faut aussi prendre en considération que la viticulture aujourd'hui au niveau national est quand même dans une grande partie en difficulté. Donc, je pense que ces efforts-là vis-à-vis de la certification ou de la transition agroécologique, cet investissement doit être fait quand les choses vont bien. Quand les choses vont plus mal, et comme sur pas mal de vignobles, ça va être plus compliqué dans les années à venir. Ce que je regrette aussi, c'est qu'il y a une opacité autour de la certification. Ça concerne toutes les exploitations, toutes les productions. Évidemment, on le met toujours en opposition à AB. AB a dénoncé le fait qu'on a pris un acronyme HVE qui était quand même assez présomptueux, et ça a été dénoncé. Et auprès du consommateur final, il y a toujours un trouble. Aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup de filières s'appuient sur cette certification, mais pour faire une certification plus adaptée à leur contexte, je dirais, économique ou leurs préoccupations de communication. Il ne faut pas le négliger. Donc, tout ça contribue à une espèce de flou. Et moi, ce que je regrette, c'est que ce label un peu se dilue dans des préoccupations ou dans des ambitions de chacun. Et le consommateur, au bout, n'est pas très lucide ou pas très clair par rapport à ce qu'on peut lui envoyer comme message. Voilà, c'est un peu mon regret. Moi, si je me suis lancé dans cette certification, c'est pour les raisons que j'ai évoquées. C'est aussi pour essayer de participer à une dynamique un peu plus collective sur l'obligation qu'on a d'aller plus loin dans la transition agroécologique. Et je regrette parfois que certains l'utilisent un peu pour faire un peu de greenwashing, hein, pour employer des mots qui sont pas des fois entendables par certains. Mais voilà, je crois que mon collègue qui s'est exprimé comme moi, on a une visée de sincérité, et c'est toujours important de revenir à ça. Merci Emmanuel. Xavier? Ouais, juste en quelques secondes, moi je suis pas tout à fait d'accord. Voilà, ne tuons pas le poussin dans l'œuf. Ça va quand même dans le bon sens. Donc oui, c'est peut-être pas parfait, mais là on essaye de trouver quelque chose de national et on peut pas comparer une exploitation comme la mienne au potentiel et d'une exploitation qui fait autre chose, enfin qui emploie d'autres méthodes. Donc c'est quelque chose qui est global et donc très difficile à optimiser. Par contre, une chose est sûre, c'est que ça va dans le bon sens. Donc plutôt encourageons, félicitons et oui, varions. Là, on a une nouvelle mouture qui vient de sortir. Ils sont déjà en train de travailler sur une future. Donc nous, agriculteurs, on doit s'organiser pour que ça fonctionne et qu'on aille dans le bon sens. Mais je suis d'accord que c'est pas parfait. Mais voilà, encourageons plutôt le sens de travail. Bien. Écoutez, merci. Alors, il y avait une question sur la fréquence des contrôles et le coût. On essaiera de répondre dans le compte-rendu, Marine. On essaiera de donner des éléments. Merci beaucoup. Je pense que ça illustre bien vos dernières interventions, sur la tension qu'il y a entre effectivement un dispositif général pour essayer d'emmener à peu près tout le monde, et puis le fait qu'en pratique, de toute façon, ça reste des démarches d'amélioration individuelle. Alors, pour ce qui concerne l'AFA, comme je l'ai dit, le groupe de travail va poursuivre, notamment sur cette question d'évaluation qu'a évoqué Philippe, et essayer de voir comment on se situe sur les trajectoires, donc en essayant d'analyser de façon plus précise les résultats
effectif, tout en gardant en idée qu'effectivement, c'est des démarches individuelles qu'il faut accompagner et accompagner en fonction des trajectoires individuelles, justement, de quand on part et il faut lancer nouveaux agriculteurs là-dessus. Et puis, donc, c'est vrai qu'il y a une tension assez complexe par rapport à ce dispositif. Donc, on va essayer de l'éclairer. Je pense que d'ici quelques mois, on fera un nouveau webinaire où on présentera une analyse un peu plus agronomique de ce dispositif HVE on voit bien la diversité aussi à la fois entre ateliers de production et puis à l'intérieur des ateliers de production. Voilà, on a débordé un peu. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'espère que les participants ont apprécié. N'hésitez pas à renvoyer à la fin des questionnements supplémentaires ou des avis. On essaiera d'en faire bon usage. Merci à tous et bon après-midi.